L'invité de ce Smart Impact, c'est Vincent Canu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur d'Osapiens France. On va parler des grandes tendances de stratégie ESG sur cette année 2025. Mais d'abord, un mot d'Osapiens, entreprise allemande qui s'est installée en France il y a bientôt 2 ans. Que propose Osapiens? C'est quoi vos services? Exactement. Alors, nos services, en fait, c'est assez simple. Donc, nous, on est éditeur de solutions logicielles qui vise à finalement aider les entreprises à mieux gérer leur chaîne d'approvisionnement, leurs produits et l'ensemble de leur conformité réglementaire. En fait, le principe, c'est qu'on va organiser, agréger l'ensemble des données, des informations, des processus des entreprises liées à l'ESG. Donc, par exemple, on a droit humain, traçabilité des produits, etc. Et puis donc organiser tout ça en tant que processus de manière à les aider à gérer la conformité réglementaire et donc leur transformation écologique. Comment vous accompagnez vos clients? Ça démarre par quoi? Ça démarre par une sorte d'audit, par la récupération des données qui sont parfois un peu éparpillées. Comment vous fonctionnez? Alors, comment on fonctionne? C'est une bonne question. On va... En fait, ça vient d'abord d'une volonté de l'entreprise déjà de se transformer. Alors que ce soit suite à une contrainte réglementaire ou suite à une volonté propre. Généralement, les deux finissent par être reliés, en fait. Mais donc, il y a une première volonté de se dire, bon, voilà, j'ai besoin de faire quelque chose, par exemple, d'introduire de la traçabilité de produits. Nous, j'aime expliquer, en fait, nous, on est là pour fournir un outil. C'est-à-dire que si je devais faire une analogie, par exemple, avec un appartement, moi, je fournis des marteaux, je fournis des tournevis, mais effectivement, le propriétaire des lieux, donc l'entreprise, va s'appuyer dans beaucoup de cas sur des cabinets de conseil, donc des grands cabinets de conseil ou des plus petits, etc. Il y en a vraiment toute une panoplie pour, effectivement, analyser les différents processus qu'il va y avoir, les différents points de données. Voilà. Nous, on va ensuite connecter à toutes ces différentes sources d'informations, organiser tout cela, et puis après, en fonction des contraintes réglementaires qu'on va identifier, qu'on essaie de résoudre, on va effectuer un certain nombre d'opérations. Par exemple, sur de la déforestation, on va vérifier par analyse satellite et intelligence artificielle si oui ou non il y a eu de la déforestation. Si on parle de risque en chaîne d'approvisionnement, on va analyser s'il y a un risque, je ne sais pas moi, de travail des enfants, de respect des droits humains dans le cadre de l'entreprise, etc. On parle évidemment beaucoup dans cette émission, et pas seulement dans pas mal de médias économiques, de cette directive européenne CSRD, le bilan extra-financier. C'est vrai qu'on va dire que 2025, c'est l'année de mise en œuvre effective. On l'a dit plein de fois, je le rappelle, ça se fait année après année, en fonction de la taille des entreprises, les très grandes entreprises pour commencer, puis les ETI, puis ça ira jusqu'aux PME cotées. Comment elle est vécue? Question très générale pour démarrer. Comment elle est vécue par vos clients? Est-ce que c'est d'abord l'inquiétude, la contrainte, encore de la paperasse, ou alors, il y a peut-être une opportunité à saisir? Alors, encore une fois, c'est vrai que ça dépend beaucoup de la maturité des différentes entreprises. Moi, j'aime bien parler des 5 étapes du deuil dans certains cas. Alors, c'est-à-dire qu'en fonction des sociétés, on a certains qui vont être en choc, certains qui vont être dans le déni et compagnie, mais on arrive toujours à un moment ou à un autre à une phase d'acceptation et de réalisation que finalement... c'est le moyen de faire un état des lieux, de regarder qu'est-ce qui se passe d'un point de vue impact, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal. En tant que société, qu'est-ce qu'on souhaite faire? Est-ce qu'on réalise que nos activités, finalement, ont un impact sur la société, sur la planète? Et comment est-ce qu'on souhaite s'y adapter? Donc, souvent, c'est quoi les points bloquants? Parce que c'est ressenti comme ça. Les points bloquants, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts. En fait, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de points d'information qu'il va falloir documenter. Et ça touche tous les secteurs de l'entreprise. Et les entreprises sont souvent pas forcément organisées pour gérer cette donnée. Les données sont souvent éparpillées également dans différents silos, dans différents points d'information qui ne sont pas toujours facilement accessibles et qui ne sont pas toujours facilement comparables. J'entends beaucoup cette petite musique consiste à dire ça allait pour les très grands groupes, mais pour les ETI, c'est pas formaté pour les ETI, c'est trop compliqué pour les ETI. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas si je peux dire que je suis d'accord ou pas. La réalité, c'est que oui, il y a beaucoup d'informations. Oui, ça s'applique également à des ETI, des PME, des grosses PME quand même, parce qu'on parle de 250 personnes. Mais je pense que
la question, c'est plutôt est-ce que réellement on a vraiment le choix de se poser ces questions-là. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de points à mettre. Si je dois faire un parallèle, par exemple, avec la finance, personne ne se pose la question de savoir est-ce que la finance, c'est contraignant. Pourtant, j'ai rien du tout contre les directeurs financiers ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une fonction de l'entreprise qui est non productive. Et qui représente quand même un pourcentage non négligeable des effectifs. La problématique qu'il y a sur le côté ESG, c'est que dans beaucoup de cas, effectivement, on va avoir des besoins qui sont prégnants, qui sont assez importants, avec finalement assez peu de ressources. J'ai pas mal de sociétés de 1000, 2000, 3000 personnes qui finalement vont avoir une ou deux personnes qui s'occupent de l'ensemble de la responsabilité environnementale. Moi, je vais dire, on fait une émission qui s'appelle Smart Impact, c'est très bien, ça oblige les entreprises à se structurer sur ces enjeux. Et puis, il y a aussi, c'est un outil de comparaison, cette CSRD, donc il y a une forme de prime à celles et ceux qui ont déjà fait le chemin, quoi. Exactement. C'est une très bonne remarque. C'est donc un moyen de comparaison. Et moi, j'aime bien expliquer aussi aux gens que, parce qu'on parle souvent de compétitivité, etc., que c'est pas bon. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en l'occurrence, ça permet de mettre un cadre de concurrence saine entre les entreprises, y compris en dehors de l'Union européenne, parce que contrairement à ce qu'on entend dans beaucoup de cas, en fait, ce sont des réglementations qui sont contaminantes au niveau international. De la même manière que le RGPD a été contaminant au niveau mondial. Donc la protection des données, évidemment. Oui, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Oui, c'est contaminant. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on comprend bien ce que ça veut dire, parce que toute la chaîne de valeur est concernée. Exactement. Exactement. Et donc, c'est sûr que, effectivement, ça force toutes les entreprises à se poser la question, à faire leur état des lieux. Toutes les données sont également mises à disposition en open data, donc en accès libre, pour ensuite être réutilisées pour faire de la comparaison. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, vous avez parlé de la déforestation, par exemple. Là aussi, il y a une réglementation européenne qui est assez contraignante, et là aussi avec un effet international. Il y a d'autres réglementations européennes dont on parle moins que la CSRD qui vous semblent importantes? Alors, effectivement, la déforestation, pour moi, est une réglementation qui est extrêmement structurante pour les entreprises et dont on parle assez peu. Pour vous donner une idée, le calendrier de mise en œuvre, c'était normalement le 31 décembre 2024. D'accord. Donc, au vu de toutes les informations que vous avez eues, vous vous dites voilà. Donc, ça a été retardé en fait au 31 décembre 2025. Mais les entreprises, si je dois schématiser très rapidement, en fait, l'idée c'est de s'assurer qu'en Europe, on ne commercialise pas de produits qui vont avoir contribué potentiellement à la déforestation. Donc, un distributeur qui va vendre une tablette de chocolat doit être en mesure de s'assurer que la fève de cacao qui a été utilisée pour faire la tablette de chocolat qu'on est en train d'acheter a été cultivée sur une parcelle géographique, que ça n'a pas généré de déforestation, qu'il n'y a pas eu de travail des enfants, qu'on a respecté les droits humains internationaux, etc. Ce qui est très bien, mais compliqué à vérifier, c'est ça? J'irais pas jusqu'à dire que c'est compliqué. En fait, c'est comme tout. C'est compliqué quand on le fait pas encore. Une fois que ce sont des processus qui sont mis en place, ça marche et c'est pas si compliqué que ça. Par contre, la mise en œuvre est assez compliquée. Qu'est-ce que vous proposez en la matière? Nous, effectivement, on propose une solution parmi nos différents, parmi tous les différents modules qu'on propose, parce que donc nous, on propose une plateforme qui va agréger tout un ensemble de modules pour se mettre en conformité avec la plupart des réglementations. Au niveau de la déforestation, effectivement, on propose des outils qui vont permettre de prendre contact avec l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, récupérer les informations de localisation de culture, faire les analyses satellites, vérifier la légalité du travail, etc., pour que finalement les entreprises, elles aient un petit écusson vert qui leur dit c'est bon, tu peux y aller. Mais ça veut dire que c'est un travail qui n'était pas fait ou pas suffisamment fait, un peu d'opacité, ou parce que ça semble étonnant de dire qu'un chef d'entreprise maîtrise pas l'ensemble de sa chaîne de valeur. Vous savez, c'est très compliqué de maîtriser une chaîne de valeur, en fait. Quand on prend, par exemple, des chaînes comme le café, le cacao, on peut avoir 10, 15 niveaux de fournisseurs, en fait. C'est-à-dire que donc un distributeur, au final, il va y avoir 10 intermédiaires entre lui et le producteur, par exemple. Ce qui, du coup, si à chaque étape, on considère qu'on en a, par exemple, une dizaine, on arrive très facilement tout de suite à des combinatoires avec
énormément, des dizaines de milliers de combinaisons possibles. Donc c'est extrêmement compliqué, on ne va pas se mentir, mais c'est des choses qui se mettent en place. Après, donc, dans le cadre d'autres réglementations, donc, par exemple sur le devoir de vigilance, c'est des choses qui sont de toute façon nécessaires à analyser, qu'il va falloir que les entreprises prennent en main de toute façon. Avec une dimension qui est passionnante, c'est que l'Europe met en avant ces outils de régulation, alors qu'en face, on a les États-Unis qui se posent avec un Elon Musk, conseiller spécial du président Trump réélu, en chantre de la dérégulation. Et là, il y a un sacré bras de fer en perspective quand même. Alors, il y a toujours, là, j'ai envie de dire, c'est des considérations géopolitiques. Oui. Moi, j'ai envie de dire, en tant que petite société actrice du sujet, je me conforme au sujet. Maintenant, la réalité, quand même, c'est que c'est des tendances qui sont irréversibles. C'est-à-dire que quoi qu'on en dise, quoi que fasse qui que ce soit, les consommateurs le demandent. Vous ne pouvez pas imaginer maintenant avoir une société dans laquelle vous n'allez pas être capable de prouver que vos fournisseurs respectent les droits humains, par exemple. Des baskets fabriquées par des enfants, c'est plus acceptable. On l'a déjà vu et ça, on en parle encore. C'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Donc, tout ça, c'est des tendances, des modifications qui se passent au niveau des marchés qui sont complètement irréversibles. Donc il y a tout un ensemble de discussions pour ajuster des calendriers, des points à la marge, mais la réalité c'est que c'est des choses qui vont de toute façon se passer. Oui, un mouvement de fond, et d'ailleurs il y a pas mal de grandes entreprises américaines qui font passer le message à Donald Trump de pas forcément faire marche arrière parce qu'elles sont déjà engagées sur ce chemin. Merci beaucoup Vincent Canu et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre Zoom, le vent des globes au programme.